Le football n'est plus un simple jeu de ballon sur gazon. C'est devenu un échiquier impitoyable où des milliards s'évaporent, où des nations s'effondrent sportivement et où les véritables scénarios semblent s'écrire dans l'ombre des grands décideurs. Abonnez-vous et laissez un like pour soutenir la chaîne. L'effondrement des empires, c'est exactement ça. Quand la panique, l'argent et les stratégies invisibles redessinent complètement la carte du football mondial. Et c'est précisément la mission de notre décryptage d'aujourd'hui. On ne va pas juste vous faire un petit résumé sympa des matchs de cette fin de saison 2025-2026. Non, ça n'aura aucun intérêt. Voilà. En épluchant nos sources, donc les rapports financiers, les analyses tactiques et même quelques enquêtes en coulisses, on se rend compte qu'il faut absolument lire entre les lignes. Complètement. Il faut dépasser le terrain. C'est ça. On veut comprendre pourquoi des clubs richissimes s'effondrent et comment la pression psychologique et les vraies stratégies de gestion dictent les résultats. Moi, je redis, je soupçonne une incompétence systémique, voire pire. Les statistiques brutes de cette saison ne mentent pas, mais elles ont besoin d'un mode d'emploi. Quand on voit une telle concentration de capitaux d'un côté et des effondrements structurels majeurs de l'autre, le constat est clinique. L'argent ne garantit plus rien du tout. Exactement. Il y a une guerre d'usure à la fois psychologique et tactique. Ceux qui ne captent pas les nouvelles règles, ils se font dévorer. Alors, entrons direct dans le vif du sujet avec l'Angleterre. Et là, c'est l'illusion des millions par excellence. C'est quand même fascinant. Ouais, c'est le laboratoire de tout ça. Comment c'est physiquement et tactiquement possible que des clubs avec des ressources illimitées soient gérés avec une telle absurdité ? Prenons Chelsea. Ah, Chelsea, le cas d'école. Mais c'est le chaos absolu. 7 défaites sur les 10 derniers matchs sous Rosenior. Ils arrivent à perdre contre Wrexham et Porteval. Sérieusement ? C'est assez irréel de voir ça à ce niveau. Quand je regarde leur effectif, j'ai l'impression de voir des produits d'usine. Des clones sans âme, jetés sur une feuille de match. Comment un effectif aussi cher peut être aussi nul ? En fait, c'est parce que Chelsea fonctionne aujourd'hui comme un fonds d'investissement en panique, et plus du tout comme un club de foot. Un fonds d'investissement ? C'est-à-dire ? Mécaniquement, quand une direction achète des joueurs frénétiquement à des prix exorbitants, elle ne construit pas un écosystème sportif, elle accumule des actifs financiers. Des mecs comme Enzo Fernandez, Cole Palmer, Caicedo ou Cucurella se retrouvent noyés dans un vestiaire de 40 personnes. 40 joueurs, c'est n'importe quoi. Voilà. Tactiquement, ça détruit la synergie cognitive. Les joueurs n'ont pas le temps de créer des automatismes. Sur le terrain, chacun essaye juste de sauver sa propre peau. Mais attends, je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Manchester United affrontait justement Chelsea à Stamford Bridge l'autre jour. Ouais, le match de ce week-end. Et United, ils arrivent sans aucune défense centrale. Pas d'Euro, pas de Maguire, pas de De Ligt, ni de Martinez. Rien. Une vraie hécatombe. Ils bricolent avec Mazraoui et le vétéran Evans dans l'axe. Et pourtant, ils gagnent 1-0 grâce à Cunha. Moi, je dis, c'est de la chance, non ? Chelsea a tapé la barre 2 fois. C'est juste le fameux choc psychologique de l'arrivée de Carrick, c'est tout. C'est une bonne question. Mais réduire ça à de la chance, c'est ignorer le mécanisme de Carrick. Ce qu'il a apporté, c'est pas juste un discours pour les motiver. C'est une résilience tactique immédiate. Genre, il a tout changé en 2 jours. Il n'a pas paniqué face aux blessures. Il a mis en place un bloc médian ultra compact, exprès pour couper les lignes de passe vers Palmer. United n'a pas cherché le ballon. Ils ont géré l'espace. Ils ont laissé Chelsea s'épuiser. Et ils ont piqué en contre. Chirurgicalement. Avec Kouya, c'est la victoire d'une institution qui retrouve sa clarté contre un club qui accumule à l'aveugle. Carrick a pris l'équipe 14e et là il les met 3e, en tapant Arsenal, Liverpool et Chelsea à l'extérieur. Donc, la clarté tactique survit aux millions. Ça m'amène à un cas encore plus sombre. Si Chelsea c'est l'échec par accumulation, on dit quoi de Tottenham ? Ouf, Tottenham c'est une autre dimension. 18e du championnat. Une équipe relégable virtuellement, avec des internationaux qui vont faire la Coupe du Monde. Javi Simons, Richarlison, Van de Ven, Bentancur. Sur le papier, c'est monstrueux. Ils n'ont pas gagné depuis le 20 décembre. Psychologiquement, comment un tel vivier s'arrête de jouer au foot ? C'est ce qu'on appelle la toxicité systémique. Quand la direction change de coach tout le temps, impose l'urgence, la charge mentale écrase les joueurs. La peur de mal faire, en gros. Exactement. L'hésitation se paye en 10e de seconde sur le terrain. Avant de faire une passe risquée, un joueur de Tottenham pense à la perte de balle, au sifflet, à son coach. Cette paralysie cognitive, elle ralentit le corps. C'est une destruction organisée par la direction. Et cette paralysie, on la retrouve même tout en haut. Regardons la course au titre entre Arsenal et Manchester City. C'est flagrant dans nos notes.
Un vrai cas d'école de gestion de la pression. Arsenal vient de perdre 2-1 contre City. Un match crucial, après avoir lâché des points impardonnables contre Bournemouth et Nottingham. Pourquoi Arsenal s'effondre systématiquement au printemps, Ney? C'est génétique chez eux ou quoi? La malédiction génétique n'existe pas dans le sport, hein. Il n'y a que des failles structurelles. Là, le mécanisme d'effondrement vient du leadership. D'Arteta? Oui, regarde ses stats en avril. Dans toute sa carrière, il n'a gagné que 11 matchs sur 26 en avril. Pourquoi ? Parce que c'est un micro-manager. Sous pression, il surcommunique, il hurle sur la touche pour ajuster chaque détail. Il transmet sa panique, en fait. Voilà. Les joueurs doutent de leur propre intuition. Alors que Guardiola en face... C'est le jour et la nuit. En avril, Guardiola, c'est 32 victoires sur 42 matchs. Il complexifie son système à l'entraînement, mais les jours de grands matchs, il simplifie tout à l'extrême. Il installe une froideur totale. Les joueurs sont en mode robot. City ne panique jamais, car le système est tellement intériorisé qu'ils n'ont plus à réfléchir. Ils exécutent. Et cette froideur, on la voit aussi dans leur recrutement. C'est dingue quand on lit les rapports financiers. Liverpool a lâché 116 millions pour Wirtz. Un transfert colossal. Et pendant ce temps, City achète Ryan Cherki pour 35 petits millions. Et que fait Cherki dans ce match contre Arsenal? Il détruit la défense. Il humilie Gabriel. Sa valeur marchande a dû chuter en une action. C'est clair que c'était violent. Comment City arrive à rendre un joueur aussi atypique, aussi chaotique que Cherki si redoutable? C'est de l'ingénierie tactique pure. City savait que face à des blocs bas, le jeu de position bloquait. Ils avaient besoin d'une anomalie. Cherki, c'est un créateur des années 90, un anarchiste du dribble. Ils ont acheté du chaos. Pour l'insérer dans la machine la plus rigide d'Europe. La structure compense ses erreurs défensives et lui donne la liberté totale pour briser les lignes. En face, Arsenal compte sur l'émotion. Comme Havertz, qui presse Donnarumma comme un fou. Oui, il marque là-dessus, mais derrière, il rate l'immanquable, parce que toute l'équipe a le rythme cardiaque à 180. City gagne parce que leur institution respire quand Arsenal suffoque. D'accord, l'institution froide gagne. Mais si on regarde le reste de l'Europe, moi j'ai une lecture beaucoup plus sombre. Parlons de la théorie des enveloppes du Monténégro. Ah, on y vient, le fameux complot. C'est pas forcément qu'un complot. Nos sources montrent bien que c'est une rumeur persistante, selon laquelle les instances dirigeantes préécrivent les scénarios des grandes compétitions. Pour garantir les audiences, c'est l'idée. Exactement. Un petit groupe manipulerait l'arbitrage, les tirages, le fair-play financier pour créer des vainqueurs rentables. Comment le Real Madrid peut faire une saison blanche en bennet? Comment Simeone reste le coach le mieux payé d'Europe en ayant gagné un seul titre depuis 2021 avec l'Atlético? Il y a un plafond de verre, des doubles standards pour protéger certains, non? C'est fascinant, parce que ça répond à un besoin psychologique. Ça donne un visage aux échecs de ces institutions. Mais si on regarde l'aspect mécanique... Tu vas me dire que c'est juste le foot. La réalité est plus terre à terre. L'échec du Real ou de l'Atlético, c'est pas une enveloppe secrète. C'est l'usure des cycles face à des projets organiques. L'inflation des salaires ne garantit pas la tactique. Donc le système n'est pas truqué, il est juste battu par plus intelligent. C'est ça. Regarde la Coupe du Roi. La Real Sociedad tape l'Atlético en finale avec un but en 15 secondes. Au-delà du chrono, c'est la victoire d'une méthode. Le symbole, c'est Oyarzabal, pur produit basque. Un mec qui aurait pu prendre 10 fois son salaire chez un géant européen. Mais mécaniquement, comment l'ancrage local bat les millions des mercenaires de l'Atlético? C'est pas l'amour du maillot qui arrête un ballon, hein? Non. Mais le temps passé ensemble, si. Oyarzabal et ses coéquipiers, formés à Zubieta, jouent ensemble depuis l'adolescence. Sous pression, ils traitent l'espace pareil. Ils ne se regardent même pas pour se trouver. Alors que l'Atlético? Ils ont empilé Julián Alvarez, Sorloth à coups de millions. Et au tir au but, les deux stars ratent. L'accumulation de talents se fragmente sous la pression, là où le tissu social d'un club formateur résiste. Belle histoire romantique. Mais en Allemagne, c'est pas romantique du tout. Le Bayern Munich, champion pour la 35e fois avec compagnie. Un rouleau compresseur. Nos données font peur. Ils visent le record de 121 buts de Mourinho au Real. Sachant qu'il y a 4 matchs de moins en Allemagne, ils en sont à 109 buts. C'est une boucherie. Comment on explique ça? C'est de l'industrialisation de la victoire. Compagnie ne fait pas dans le sentiment, il optimise mathématiquement le jeu. Genre un algorithme? Presque. Il a imposé un pressing systématique. Perte de balle égale réaction agressive en 3 secondes.
Mais surtout, il a automatisé les circuits de passe dans les demi-espaces. Ils savent où jouer avant d'avoir la balle. Exactement. Ça réduit l'incertitude et ça permet de jouer à une vitesse que le cerveau de l'adversaire ne peut pas traiter. Le club a un cahier des charges et compagnie l'exécute froidement. Donc la structure écrase tout. Mais que se passe-t-il quand l'institution pourrit de l'intérieur? Parlons de la décadence nationale. L'Italie, dans nos rapports, c'est catastrophique. C'est le mot. Le foot italien, c'est devenu une farce, non? On nous vend le titre de l'Inter avec 12 points d'avance sur Naples et le Milan AC. Super. Mais cette même équipe se fait sortir en barrage de Ligue des Champions par Bodo Glimt, un club norvégien. Ça pique, c'est sûr. La Série A, c'est une coquille vide en fait. Tu touches au concept des bulles de compétitivité. L'Inter est fort en Italie, car le rythme lent de la Serie A permet à leur bloc bas de briller. Des gars comme Lautaro ou Di Marco sont rois là-dedans. Mais en Europe, Dès qu'ils affrontent l'intensité tactique et le contre-pressing, même contre un petit pousset comme Bodo Glimt, ils suffoquent. L'Inter est le meilleur élève d'une école qui a 10 ans de retard. ce qui explique aussi le désastre de l'équipe nationale. L'Italie ne va pas au Mondial 2026. C'est le 3e échec de suite. 4 étoiles sur le maillot et il n'existe plus. La décadence de la Ligue rattrape toujours la formation. La fédération s'est endormie pendant que le reste de l'Europe révolutionnait la formation des jeunes. Le gouffre est immense aujourd'hui. Et cette fragilité au très haut niveau, on l'a en France aussi. Le projet qatari du PSG, des milliards dépensés et ils perdent 2-1 à domicile contre l'Olympique lyonnais. Une défaite lourde de sens. L'ironie est mordante. Qui vient détruire le PSG dans son stade? Endrick, un joueur du Real Madrid, prêté à Lyon. Le joueur de leur ennemi juré vient les humilier chez eux. C'est terrible. Ça explose toutes les failles d'un projet mal construit. Hendrick, ses 14 buts impliqués en 17 matchs avec Lyon. Un talent bien géré, ça fait mal. Mais tactiquement, pourquoi Paris s'effondre? Parce que Ramos rate un pénalty. Non, ça c'est anecdotique. Même l'exploit de Kvaratskhelia n'a pas suffi. Le vrai drame, c'est la blessure de Vitinha. Une seule blessure et tout s'écroule. Mais oui, le PSG a claqué des centaines de millions sur des attaquants, mais n'a pas sécurisé le milieu. Vitinha est le seul métronome capable de résister au pressing. Tu l'enlèves et cet effectif d'1 milliard n'arrive plus à sortir le ballon proprement contre Lyon. C'est d'une fragilité absolue. L'équilibre est tellement précaire qu'une petite absence avant de jouer le Bayern et la saison est finie. Ils empilent les noms, pas les profils. Bon, le roc se déchire, que les théories du complot volent et que des projets à 1 milliard explosent pour une entorse, nos sources montrent un truc fascinant. L'exil doré de Ronaldo et Messi. Ah, la fameuse pré-retraite. Tout le monde croyait ça, non? Mais c'est faux. Complètement faux. C'est une erreur de lecture géopolitique majeure. C'est une délocalisation de l'influence. Mais carrément, Messi aux États-Unis avec l'Inter Miami, il enchaîne les buts de folie, des frappes d'un autre monde. Et Ronaldo en Arabie Saoudite, il en est à 969 buts. Il vient de qualifier Al Nassr pour les demi de la Ligue des champions asiatiques. C'est pas juste pour vendre des maillots. Pas du tout. Il s'agit de bâtir de nouvelles plaques tournantes du pouvoir sportif. Les fonds saoudiens et les partenariats américains, comme la MLS avec Apple, utilisent ces légendes comme des chevaux de Troie. Pour aspirer l'audience. Si on résume, le constat fait mal. Les chéquiers illimités sans vision, style Chelsea ou Tottenham, ce sont des cimetières à talents. C'est ça. Les succès durables, c'est soit la froideur industrielle de City et du Bayern, soit la résistance organique d'une Real Sociedad. Et au milieu, les vieux empires comme l'Italie ou le PSG tremblent, pendant que le pouvoir file vers les États-Unis et le Golfe. Le marché mondialisé ne pardonne plus l'incompétence. L'argent est la base, mais l'intelligence institutionnelle, c'est devenu la seule monnaie de survie. Ébranlable, le Manchester de Ferguson, le Chelsea de Mourinho. Ces monuments sont aujourd'hui des fantômes, piégés par leurs propres failles. Le temps a fait son œuvre. Et vu que le pouvoir se concentre entre quelques superpuissances financières où s'exportent loin d'Europe, on doit se poser la question. L'ère romantique du football de club est-elle définitivement morte? Vaste sujet. A-t-elle été remplacée par un marché global où le moindre géant peut faire faillite s'il ne maîtrise pas ses jeux d'influence invisibles? La passion a-t-elle perdu face à l'ingénierie financière? C'est une vraie question qu'on vous laisse méditer bien après la fin de cette analyse. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.